Chers amis, les manœuvres internes associées à la vitrectomie se sont tellement développées durant ces 20 dernières années que les manœuvres externes sont devenues les parents pauvres de la chirurgie rétinienne au point que dans certains pays même, elles ne sont plus guère enseignées aux chirurgiens débutants. Elles méritent cependant qu'on en parle puisque le IVRS-Hardy Study les recommande formellement dans la majorité des décollements de première intention. Et commençons par la cryothérapie. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Son but est de créer une réaction inflammatoire se transformant en réaction adhésive. Autrefois, la cryothérapie avait la mauvaise réputation de stimuler, voire de provoquer la PVR post-opératoire. En effet, puisqu'elle était faite sans contrôle microscopique, elle était la plupart du temps surdosée. Aujourd'hui, et les résultats surprenants du IVRS-Hardy Study l'ont confirmé, elle donne même de meilleurs résultats que le laser transpupillaire. Il y a plus à dire sur le drainage externe du liquide sous-rétinien. Cette manœuvre n'est pas très populaire à cause de ses complications, principalement à cause du risque d'incarcération rétinienne et du risque hémorragique. Nous verrons plus tard, lorsqu'on parlera de technique, comment on peut facilement éviter ces complications. Il n'en reste pas moins que même les plus féroces opposants au drainage externe en pratiquent de temps en temps, tant ces avantages sont incontournables. Quels sont les rôles de cette ponction? Il y en a plusieurs. Lorsqu'on fait une indentation en phase d'une déchirure, le fait de faire diminuer la quantité de liquide sous-rétinien va permettre de réduire la hauteur qui est nécessaire pour l'indentation pour obtenir le contact avec la déchirure. Il suffit que l'indentation soit bien positionnée. La ponction va jouer alors le rôle de la marée basse qui découvre les rochers affleurant la surface de l'eau à marée haute. Elle permet donc de diminuer le trauma de l'indentation. Le deuxième rôle de la ponction, souvent superposable à celui du tamponnement, est celui de faire disparaître les plis rétiniens. Le liquide sous-rétinien disparaissant, chaque millimètre carré de rétine va s'étaler pour épouser son emplacement d'origine et les plis vont disparaître. Si une injection de gaz est faite, elle ne va pas marquer ces plis comme un fer à repasser sur une nappe plissée. On évite ainsi le risque de plis rétiniens du pôle postérieur qui survient parfois après injection de gaz sur une rétine encore décollée. Avec un drainage complet préalable, ce n'est pas possible. Chaque millimètre carré de rétine aura repris sa place et en voici un exemple. Une indentation radiaire a été placée en regard d'une déchirure par traction, mais malgré ça, il existe encore un petit pli rétinien faisant communiquer l'espace sous-rétinien avec la cavité vitréenne. Avant l'arrivée du gaz, ce pli était une cause d'échec, et cela même si l'indentation était suffisamment forte pour relâcher la traction vitréenne. Une ponction est réalisée et une injection d'air pour maintenir le tonus oculaire. Le contrôle à la lentille prismatique permet de voir que, bien que n'étant pas encore tamponnés par l'air, les plis rétiniens ont parfaitement disparu et que la déchirure est bien étalée sur l'indentation. Le troisième rôle de la ponction est tout simplement d'enlever le liquide sous-rétinien. Cela a trois avantages.
Tout d'abord, cela permet d'extraire de l'œil un liquide riche en protéines, en facteurs de croissance et notamment en RPEGF et aussi en pigments. Cela permet de redonner immédiatement à l'épithélium pigmentaire son rôle de pompe, en remettant la rétine à plat. La nécessité d'un tamponnement strict est moins important. Et, ce faisant, c'est assez utile sur le plan pratique lorsque l'on contrôle le malade le lendemain. Si sur la table d'opération vous avez mis la rétine à plat, le lendemain, lors du contrôle, elle doit obligatoirement être à plat, sinon c'est que vous avez oublié une déchirure. Alors, vous me direz à l'inverse, si je laisse du liquide en pérope et que le lendemain je vois que la rétine est à plat, je suis sûr de l'avoir guéri. Et je vous répondrai oui, sauf pour les décollements anciens où le liquide se résorbe plus lentement. S'il reste du liquide, alors vous faites quoi? Vous êtes obligé de reconvoquer le malade quelques jours plus tard pour bien vérifier que le liquide est parti. Le quatrième rôle de la ponction, et non des moindres, est de libérer un volume disponible pour la réalisation d'une indentation. Sachez que lorsqu'on fait une indentation sans force centripète, c'est-à-dire sans utiliser l'élasticité du matériau, on a besoin de 0,2 à 0,3 cc par cadran pour une indentation normale et 0,4 cc par cadran pour une indentation pli. Pour injecter une bulle de gaz ou pour faire les deux, pour réaliser une indentation et une injection de gaz. Vous voyez donc beaucoup d'avantages à le drainage. Nous verrons dans un autre chapitre comment rendre cette ponction safe and effective et alors vous ne pourrez plus vous en passer. Et passons maintenant à l'injection de gaz. Les rôles de l'injection de gaz sont plus simples à comprendre et font intervenir deux phénomènes. Le premier est mineur et ne concerne que les gaz expansifs. C'est le maintien du tonus oculaire. Ce rôle semble intéressant le lendemain de l'opération quand on injecte du SF6, ce qui signifie donc lors de la phase d'expansion du gaz. J'ai mesuré au laser self-flaremeter des décollements par trou trophique, FAC, de stade 0 à pression normale, ayant eu une indentation ou une indentation avec injection de gaz. On note une différence le lendemain de l'intervention en faveur des cas où le gaz a été injecté. La même chose a pu être observée pour une chirurgie de membrane épirétinienne. Je ne sais pas si ça a un impact. Par contre, je m'inscris en faux contre cette assertion assez fréquemment répandue, prétendant que l'injection de gaz est inflammatoire, aussi bien pour les décollements de stade 0 que pour les membranes épirétiniennes. Le nombre de cellules inflammatoires est moins important lorsqu'on a injecté du gaz. En fait, cette assertion vient du fait que, quand il y a du gaz, le vitré est comprimé, concentré et paraît plus riche en cellules, mais le nombre de cellules est le même après réexpansion. Le deuxième rôle du gaz fait appel à ce que l'on appelle la force de flottaison. Puisque la bulle de gaz n'a pas de poids, il n'y a dans l'eau que deux forces qui la concernent. La pression de l'eau sur sa face supérieure qui tend à faire descendre la bulle et la pression de l'eau sur sa face inférieure qui tend à la faire monter. La bulle monte parce que la force sur sa face inférieure est plus importante et la résultante s'appelle la force de flottaison. Cette force est égale à la pression d'une colonne d'eau de la hauteur de la bulle. En appuyant sur la rétine, cette bulle de gaz va avoir deux effets. Elle va repousser les plis, comme le ferait un fer à repasser sur une nappe, à condition de les repousser du pôle postérieur vers la périphérie,
mais cette condition disparaît si l'on a fait préalablement un drainage. Mais elle va aussi boucher la déhiscence, d'autant plus facilement qu'elle va assécher la déchirure, au contraire d'une bulle de silicone. Et d'ailleurs, l'efficacité d'une bulle de silicone est en plus réduite par le fait que le silicone normal a un poids de 0,9 et donc une force de flottaison 10 fois plus faible que celle d'un gaz. La déhiscence étant bouchée, la pompe épithéliale va pouvoir agir en pleine efficacité. Alors, on a souvent incriminé le gaz comme responsable de la création de déchirures inférieures. Cela peut être vrai lorsqu'il y a une contraction de la base du vitré marquée par un pli rétinien circonférentiel et que l'on n'a pas relâché la galette vitréenne par une indentation. Par contre, si le vitré est relâché, la bulle de gaz ne peut pas entraîner de déchirure inférieure. Tout au plus va-t-elle précipiter la constitution du DPV et faire apparaître rapidement une déchirure si elle devait apparaître. Ces rôles de boucher les déhiscences et d'effacer les plis sont considérables. Et pour vous en faire sentir l'importance, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai quitté le service de Mireille Bonnet à Lyon en 1982, on venait juste de commencer l'injection de gaz. Avant le gaz, Madame Bonnet avait parmi les meilleures statistiques mondiales dans le décollement, 13% d'échecs dans les décollements de première intention de stade 0, A, B et C1, et peut-être quelques stades C2. Dans un décollement simple, quel était le problème? Il fallait boucher les déhiscences grâce à l'indentation, sans créer de fish mouse, vous savez, ce petit pli issu de la déchirure qui fait communiquer la cavité vitréenne avec son espace sous-rétinien. C'est pour lutter contre ce fish mouse que l'on faisait à l'époque des poches intrasclérales que l'on bourrait de fascia lata après avoir disséqué les vortiqueuses. Vous voyez le travail. Je me suis installé en 82 et immédiatement j'ai injecté systématiquement du gaz comme on venait de commencer à Lyon. Et mes statistiques sont immédiatement tombées entre 3 et 4% d'échecs pour les mêmes stades. Ça veut dire 4 fois moins d'échecs grâce au gaz et à ces deux rôles de boucher la déhiscence et d'effacer les plis. Souvenez-vous de cette anecdote quand vous vous demanderez si ça vaut vraiment le coup d'injecter du gaz. Et maintenant, terminons par l'indentation. Ces rôles sont beaucoup plus complexes qu'il est ordinairement admis de lui reconnaître. Le premier rôle est la simple obturation des déhiscences qui va permettre la réapplication rétinienne grâce à l'action de la pompe épithéliale si aucune traction ni rétraction ne l'empêche. C'est le tout premier rôle de l'indentation le plus unanimement reconnu, même si ce n'est pas, à mon sens, le rôle le plus important. D'après Ron Michaels, une indentation bien placée, mais insuffisante, sans contact parfait avec la déhiscence, gêne quand même l'entrée du liquide intravitréen. Par ailleurs, les mouvements du globe et l'indentation favorisent la sortie du liquide sous-rétinien, ce qui fait qu'au final, la réapplication rétinienne sera quand même obtenue. Pour ma part, dans ces cas simples, où l'échec n'est pas admissible, chaque fois que le contrôle péropératoire montre que la déhiscence n'est pas parfaitement hors d'eau, je préfère pratiquer une ponction du liquide sous-rétinien dans le rafet intervortiqueux avasculaire, voire même ajouter une injection d'une bulle de gaz par plus de sécurité. Le deuxième rôle de l'indentation est la relaxation de la traction vitréenne. C'est pour moi son rôle le plus important. En cas de traction dynamique, et si la vitrectomie n'est pas recommandée par le cas clinique précis, on n'aura pas d'autre moyen pour boucher la déchirure.
En effet, une simple injection de gaz s'opposerait à la force de l'attraction vitréenne et de ces deux forces antagonistes, seules deux situations peuvent survenir, soit la rétine cède sous l'effet de la pression du gaz et l'on aura une augmentation de la déchirure rétinienne, soit la rétine résiste et le gaz sera incapable de la réappliquer contre l'épithélium pigmentaire. On devra donc faire une indentation pour relâcher cet élément tractionnel. Et cette relaxation n'est pas une vue de l'esprit. Vous voyez bien sur cet exemple que l'indentation relâche la bride comme on relâche un élastique. À 3 semaines, on voit la relaxation de la bride et les mouvements du clapet rétinien. Même chose pour une traction statique sur la base du vitré. Souvenez-vous cet exemple présenté dans le premier chapitre. L'indentation va relâcher cette traction statique et là aussi cette relaxation n'est pas une vue de l'esprit. On voit bien au bout de 3 semaines cette relaxation sous la forme d'un coude vitréen. Le troisième rôle est la relaxation de la base du vitré. Lorsqu'il y a un début de contraction de la base du vitré, marqué par l'apparition d'un petit pli rétinien circonférentiel, l'indentation va compenser la contraction vitréenne en ramenant l'épithélium pigmentaire contre la galette vitréenne et la rétine adjacente. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en repoussant cette galette vitréenne, en exerçant sur elle une force centripète, même sur un seul cadran, cette indentation va relâcher la contraction sur 360 degrés sur toute la périphérie de la galette. Cela est bon à savoir. En cas de scléromalacie interdisant un travail scléral en regard, la réalisation d'une indentation dans un cadran indemne de dommage scléral va avoir la même action de relaxation de la base. Attention! Si l'intégrité de la galette a été interrompue par une vitrectomie, le rôle de relaxation sur 360 ne sera plus aussi efficace car les forces centripètes ne seront plus transmises par la galette centrale. C'est pourquoi dans ces cas de contraction importante de la base du vitré ayant justifié une vitrectomie, il sera préférable de pratiquer un cerclage sur 360 degrés. On voit en post-opératoire le petit anneau vitréen étalé sur le cerclage. Le quatrième rôle est l'inversion des forces de rétraction prérétinienne. La contraction d'une membrane épirétinienne exerce une force de raccourcissement sur la rétine qui se traduira par une force d'éloignement de l'épithélium pigmentaire qui a, lui, une surface concave. Une indentation forte, dépassant la position de repos de la rétine contractée, va inverser les forces, plaquant la rétine de façon active et stabilisant le processus de rétraction. Ce rôle est évident dans les plis rétiniens de pleine épaisseur, mais il est aussi utile dans les stades B, où, comme nous l'avons vu, une plaque de hyaloïde se situe juste en arrière de la déchirure et va donner lieu à un début de membrane. Pour cela, il faudra que l'indentation soit assez saillante. Le cinquième et dernier rôle de l'indentation est la possibilité d'ajouter un raccourcissement scléral. Comme nous l'avons vu, la rétraction entraîne une diminution de la surface rétinienne, au maximum de sa contraction. La rétine sera tendue comme la corde d'un arc, en formant un V rigide. La différence de longueur entre la rétine et l'épithélium pigmentaire correspondant, dans le pire des cas jamais réalisable en pratique, sera de 16 centièmes de rayon, soit 1,7 mm seulement.
Un raccourcissement scléral de cette longueur permettrait de compenser précisément cette contraction rétinienne. Bien sûr, en pratique, on s'attachera à disséquer cette contraction pour donner de la souplesse à la rétine, mais il est des cas où, même en enlevant toutes les rétractions pré-rétiniennes et sous-rétiniennes, qu'elles soient antérieures ou postérieures, la rétine garde une certaine rigidité liée à une fibrose intrarétinienne. Dans ces cas, la réalisation d'un cerclage associé à un raccourcissement scléral sera une alternative moins traumatisante qu'une rétinotomie silicone, voire qu'une rétinectomie silicone. Nous verrons comment réaliser ce que nous appelons une indentation pli. Eh bien voilà, vous connaissez maintenant les rôles de ces manœuvres externes. Voyons maintenant comment faire en sorte que tous ces rôles s'exercent sans entraîner trop de complications, c'est-à-dire comment réaliser ces manœuvres externes. Passons donc maintenant à la chirurgie.